donc je vais vous parler, comme l'a dit donc Bruno, de Muse, hein, cette bestiole, ce machin là, qui nous permet depuis 2 ans de faire des avancées considérables dans notre compréhension de l'univers et en particulier des galaxies. Donc au menu ce matin, donc je vous propose quand même alors je sais que je suis devant une assemblée principalement d'astronomes amateurs, mais je veux quand même essayer de me mettre au niveau de personnes qui sont encore un peu néophytes dans l'astronomie, donc quand même remettre les galaxies dans le contexte de l'univers, hein, dans le contexte spatio-temporel, hein, puisque vous savez que quand on parle de l'univers, des objets dans l'univers, on est tout de suite dans des dimensions spatiales et temporelles complètement différentes de ce qu'on peut appréhender sur Terre. Hein, on ne parle plus en termes d'années, mais en termes d'années-lumière, on ne parle pas en termes de centimètres ou de mètres, mais en termes de kiloparsecs, de distances très grandes. On parle en millions d'années, à l'instantané. Au niveau des galaxies ou des étoiles, c'est le million d'années. Hein, 1 seconde égale 1 million d'années pour les étoiles. Donc voilà, je vais essayer de replacer tout ça. Ensuite, j'essaierai de montrer comment jusqu'à maintenant, donc on traquait les galaxies lointaines. Hein, vous verrez que pour essayer de retracer l'histoire de l'univers et de ses objets principaux que sont la galaxie, eh bien, il faut observer loin. Hein. Plus on observe loin, plus on remonte dans le temps. Et c'est comme ça qu'on essaie de retracer l'histoire de l'univers. Donc je vous montrerai quelles étaient les méthodes jusqu'à maintenant pour traquer ces galaxies très lointaines. Et ensuite, j'essaierai de vous convaincre, vous montrer que Muse apporte vraiment quelque chose, une réelle nouveauté dans cette quête des galaxies lointaines, hein, justement en apportant cette 3e dimension qui manquait jusqu'à maintenant dans les très belles images qui étaient acquises par exemple par le télescope spatial Hubble. Donc je vous montrerai quelques premières explorations de Muse, hein, alors pas uniquement pour les galaxies lointaines, mais quelques exemples aussi de ce qu'on peut obtenir pour des galaxies plus proches. Hein, Muse n'est pas uniquement un instrument dédié à observer l'univers lointain, mais c'est un instrument généraliste, hein, qui permet d'observer les galaxies proches, mais également des amas globulaires, des régions de formation d'étoiles. Bref, c'est un instrument généraliste installé maintenant sur la VLT. Et puis, je vous montrerai comment l'univers lointain commence à se dévoiler, pour les astrophysiciens en 3e dimension. Je vous montrerai en particulier les premiers champs profonds obtenus grâce à Muse, et qui nous permettent comme ça de remonter l'histoire de l'univers sur presque 12 milliards d'années. Allez, c'est parti. Donc les galaxies dans l'univers. Bon. On suppose, hein, c'est le modèle actuel, la théorie actuelle, que l'univers a eu un instant premier, hein, qu'on appelle le Big Bang, et qu'on situe à l'heure actuelle, donc on remonte 13,8 milliards d'années dans le temps. Hein, c'est la mesure la plus précise qu'on ait jusqu'à maintenant. Donc le Big Bang, hein, on ne sait pas trop, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose avant, les premiers instants sont encore mal connus, mais on arrive quand même à appréhender cet événement, ou en tout cas avoir des preuves observationnelles assez solides maintenant, qui confortent cette théorie. Et donc depuis 13,8 milliards d'années, notre univers a évolué, hein, jusqu'à l'univers de maintenant, hein, dans lequel on vit, voilà, on est sur une planète, on orbite autour d'une étoile, on fait partie d'une galaxie, il y a des galaxies autour de nous, etc. Alors on ne sait pas exactement, hein, c'est encore une quête des recherches actuelles, hein, quand se sont formées les premières galaxies. D'abord, est-ce qu'on a déjà formé des galaxies avant des étoiles, ou le contraire, ça on ne sait pas trop encore. Mais en tout cas, observationnellement, on arrive déjà à remonter très loin dans le temps pour détecter les premiers objets. Et donc, l'ère des galaxies, hein, l'évolution des galaxies s'est déroulée sur au moins 13 milliards d'années. Hein, les galaxies les plus lointaines qu'on observe à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on remonte à moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Donc, une grande période d'évolution, hein, 13 milliards d'années, durant lesquelles les objets qui se sont formés il y a très longtemps ont beaucoup évolué. Hein, on sait maintenant qu'une galaxie ne garde pas la même forme, la même composition tout le long de sa vie. Elle évolue beaucoup. Donc c'est cette histoire qu'on essaye de retracer à l'heure actuelle. Donc maintenant, je vais vous proposer un petit voyage. On suppose qu'on a réussi à construire un vaisseau spatial qui nous permette comme ça d'explorer un peu notre univers, hein, plus ou moins proche. Donc là, dans ce schéma, est représentée notre position, hein, en particulier la Terre en orbite autour du Soleil, le système solaire, le Soleil ici. Et là, dans une sphère qui fait de rayon d'environ 10 années-lumière, on a ce qu'on appelle le voisinage solaire, en termes des étoiles les plus proches de nous. Et là, on peut reconnaître, bien sûr, des groupes d'étoiles qui sont très importants. Hein, donc Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel, et puis nos proches voisines, hein, les étoiles les plus proches de nous, que sont Alpha et Proxima du Centaure. Alors bien que ces étoiles soient très proches de nous, hein, ce sont vraiment nos plus proches voisines, leurs distances sont déjà faramineuses. Alors pour exprimer la distance
même d'objets très proches de nous, on est obligé d'introduire une nouvelle, une unité astronomique qu'on utilise en astronomie, qui est l'année-lumière. Donc l'année-lumière, c'est la distance que va parcourir la lumière en une année, sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Donc une vitesse finie, mais extrêmement grande. Et donc, en gros, une année-lumière, ça équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. Donc on est déjà sur des distances très grandes. Et si on revient donc à ces étoiles les plus proches de nous, Alpha et Proxima du Centaure, eh ben, elles sont déjà à une distance de 4,5 années-lumière. C'est-à-dire que quand on observe ces étoiles, quand on prend une photographie de ces étoiles, on les voit telles qu'elles étaient il y a 4 ans et demi. Donc on commence déjà, même dans l'espace très proche de nous, aussitôt qu'on observe un objet, eh ben, on remonte dans le temps. On le voit tel qu'il était avant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante dans mon exposé, dans la quête des galaxies lointaines, puisque voilà, à chaque fois qu'on va observer une galaxie lointaine, on va la voir telle qu'elle était dans le passé. Continuons notre petit voyage. Donc là, on s'est vraiment extrait de notre voisinage solaire, des étoiles les plus proches. Donc on est toujours au centre de ce diagramme. Mais là, on commence à voir des structures de notre galaxie. Le Soleil est une étoile assez standard, qui fait partie d'un gros ensemble, d'une grande ville, notre galaxie. Une galaxie relativement grosse, puisque notre galaxie contient presque, difficile de compter toutes les étoiles, mais environ 100 milliards d'étoiles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des régions très importantes autour de nous qui nous permettent de comprendre un peu ce qu'est la vie d'une galaxie. Qu'est-ce qui va rythmer la vie d'une galaxie? Et la vie d'une galaxie, en fait, est rythmée par la formation de nouvelles étoiles. Donc, par exemple, ici, la nébuleuse de l'Aigle, voilà, quelques milliers d'années-lumière de nous. Voici une image prise par un télescope, je pense, au VLT. Donc là, ce qui est intéressant dans cette image, ce ne sont pas vraiment les points lumineux, qui sont les étoiles de notre galaxie. Ce qui est intéressant, ce sont plutôt les régions sombres. Alors, ces régions sombres, qui sont en fait des régions immenses contenant forte densité de gaz moléculaires, composés principalement d'hydrogène, principal constituant de l'univers. Et là, dans ces nuages de gaz très denses, sont en train de se former de nouvelles étoiles, une nouvelle génération d'étoiles. Donc là, on est au tout début de la formation de nouvelles étoiles. Et de nouvelles étoiles, beaucoup d'étoiles vont se former dans ces nuages de gaz dense moléculaires. Donc là, disons que c'est l'instant 0. Ensuite, une autre région intéressante, c'est la nébuleuse d'Orion, très connue, ici. C'est un peu le même type de région, un peu une pouponnière d'étoiles, mais vue quelques millions d'années plus tard. Donc là, les premières étoiles sont apparues. En général, les premières étoiles qui naissent sont des étoiles très très grosses, plusieurs dizaines, une dizaine environ 10 fois plus grosses que le Soleil. Et ces étoiles, donc, qui sont très grosses, qui sont très massives, vont être également très chaudes. Et elles vont chauffer tout le gaz qu'il y a autour. Donc tout le gaz qui n'a pas formé des étoiles va être chauffé par ces étoiles jeunes et va se retrouver dans un état beaucoup plus chaud, sous la forme d'un plasma, un gaz ionisé. Et donc tout ce qu'on voit autour, ces belles lumières, rouge, bleu, en fait c'est le gaz qui est chauffé par ces étoiles jeunes et qui est réémet suivant certaines fréquences qui dépendent beaucoup aussi de sa composition chimique, s'il est riche en carbone, oxygène ou hydrogène. Donc là, on a une pouponnière d'étoiles, un peu le même genre qu'ici, mais vue 10 millions d'années plus tard, environ, quelques millions d'années plus tard. Ce qui correspond, si on rapporte ça à la vie humaine, là on voit vraiment des bébés étoiles. Le gaz. Et le chauffage de ce gaz peut justement stopper la formation de nouvelles étoiles, puisque le gaz va être chauffé, il ne va plus être assez dense pour que le gaz puisse se contracter pour former de nouvelles étoiles. Donc ces étoiles, ce groupe d'étoiles va évoluer pendant un certain temps, et ensuite, certaines de ces étoiles, donc voici une autre région intéressante, la nébuleuse du Crabe, ici, où là, en fait, on voit la mort d'une étoile, ce qui reste de la fin de vie d'une étoile. Une de ces étoiles très massives, justement, qui a fini sa vie dans une phase de supernova, une explosion en supernova. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est le gaz qui appartenait à l'étoile qui est dispersé dans le milieu interstellaire, avec un cadavre d'étoile, ici, au centre de cette nébuleuse. Donc on voit la naissance, les premières phases de la vie des étoiles. Ensuite, la plupart des étoiles sont très petites, donc vont évoluer pendant très longtemps, plusieurs milliards d'années, comme le Soleil, dont on estime la durée de vie à environ 9 milliards d'années.
Et les étoiles les plus grosses vont vivre beaucoup moins longtemps, à exploser dans des événements assez, très énergétiques, hein, qu'on appelle des supernovas. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la naissance, l'enfance, la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute une troisième flèche. C'est-à-dire qu'on voit le cycle de la matière. Parce que tout ce gaz qui appartenait à cette étoile qui est en fin de vie, va ensuite, à un moment donné, se refroidir, hein, se retrouver dans cette phase de gaz dense moléculaire, et va reformer de nouvelles étoiles. À partir d'un gaz, bien sûr, qui aurait été un peu plus enrichi, puisque les étoiles ont un rôle très important dans la vie de l'univers et dans la vie tout court, c'est que les étoiles fabriquent les éléments qui nous constituent, hein, le carbone, l'oxygène, l'azote, ce qui est indispensable à la fabrication de planètes, à l'apparition de la vie. Tout ça s'est formé dans les étoiles, et petit à petit, donc l'univers s'enrichit en ce qu'on appelle les éléments lourds, hein, tout ce qui est plus lourd que l'hélium et l'hydrogène. Voilà. Et donc ce cycle de formation d'étoiles, ce cycle de la matière, c'est vraiment ce qui va rythmer la vie des galaxies. Hein, une galaxie va grandir en formant de plus en plus d'étoiles à partir du gaz, etc., etc. Allez, continuons notre voyage. Donc cette fois-ci, on a réussi à sortir de notre grande cité, hein, de notre galaxie. Bon, ce qu'on n'a pas encore pu faire. Hein. Donc c'est pour ça que là, je vous montre une ville artiste, un dessin, puisqu'on n'a pas encore réussi à fabriquer un instrument, un satellite qui sorte encore de notre galaxie, qui nous permette de photographier notre galaxie. Notre galaxie, c'est quoi? Donc c'est un grand disque, très grand disque, hein. Vous voyez, un diamètre qui fait plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. Donc un disque très étendu avec un renflement au centre, hein, quelque chose d'un peu plus sphéroïdal. Alors l'image que j'aime bien prendre, pour analogie de notre galaxie, des galaxies spirales comme ça, c'est un peu l'image de l'œuf sur le plat. Hein, vous avez un grand disque qui correspond au blanc d'œuf, qui s'étend loin, donc assez fin, et puis au renflement, au centre, le jaune d'œuf, une partie un peu plus sphéroïdale. Voilà. Et tout ça, ça tourne. C'est un disque en rotation. Alors nous, le Soleil, bon, heureusement, on n'habite pas en plein centre de la galaxie. Des conditions un peu spéciales pour l'apparition de la vie, j'imagine, ça aurait été un peu compliqué. On est plutôt à la périphérie, hein, situé à environ 2/3 du centre. Alors notre galaxie, bien sûr, nous, l'image qu'on en a, c'est ça, hein, cette grande traînée donc, lumineuse et sombre dans le ciel, hein, c'est pour ça qu'on l'avait appelée la Voie lactée. Alors pourquoi on a des régions sombres et des régions lumineuses? Parce que, bien sûr, là, on vit dans le disque de la galaxie. Donc quand on voit la galaxie, on voit le disque, on est à l'intérieur du disque. Alors le disque, bien sûr, c'est là qu'il y a la plus forte densité de matière. Donc toutes ces régions sombres, en fait, c'est dû à la présence donc, de beaucoup de gaz mélangés à beaucoup de poussière. Et la poussière, en fait, fait écran, nous empêche de voir les étoiles qu'il y a derrière. Surtout en domaine visible. En fait, on arrive à percer ces nuages de poussière en observant dans l'infrarouge. Donc voilà, notre galaxie, un grand disque qui traverse le ciel, avec des régions lumineuses, là on arrive à voir les étoiles, des régions sombres, très poussiéreuses, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Mais notre galaxie, donc c'est un objet comme ça, hein, si on arrivait à la voir comment dire, évoluer en temps réel, on verrait ça. Donc un disque en rotation sur lui-même, une rotation différentielle, hein, le centre qui tourne un peu plus vite que les parties externes, sachant quand même qu'à l'extérieur, une galaxie comme ça, comme la nôtre, tourne quand même à une vitesse de 300 km par seconde. Donc effectivement, on ne peut pas la voir évoluer en temps réel, mais c'est un objet quand même qui, en vitesse linéaire, tourne très vite. Donc voilà, des bras spiraux qui s'enroulent autour du centre, et ce sont dans ces régions-là, les bras spiraux, que vont se former les nouvelles étoiles. Parce que c'est là qu'il y a les plus fortes densités de gaz. Alors si on quitte encore notre galaxie, hein, qu'on continue à explorer l'univers autour de nous, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans l'univers, hein, il y a d'autres galaxies autour de nous, et les galaxies qui sont les plus proches de nous sont des petites galaxies. Hein, et en fait, on en découvre encore. On a découvert une il n'y a pas si longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, la galaxie naine d'Hercule, parce qu'en fait, bon, ce sont des galaxies très très petites, beaucoup plus petites que la nôtre, donc très difficiles à détecter. Elles émettent beaucoup moins de lumière que la nôtre. Et bien sûr, parmi ces galaxies satellites autour de nous, les plus connus sont le grand nuage et le petit nuage de Magellan, qui sont des galaxies beaucoup plus petites, qu'on appelle des galaxies irrégulières, mais qui sont très importantes dans la vie de l'univers, parce qu'on pense qu'au début de l'univers a plutôt fabriqué des galaxies de ce type, petites mais très actives, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup de gaz et forment encore beaucoup d'étoiles. Contrairement à la nôtre, notre galaxie ne forme plus beaucoup d'étoiles en fait, environ une étoile par an, donc c'est vraiment pas beaucoup.
Alors les nuages de Magellan, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des galaxies qu'on peut voir à l'œil nu. Si vous allez dans l'hémisphère sud, bon, il faut aller dans l'hémisphère sud pour les voir, voilà, par une nuit très noire, vous pouvez voir ces deux objets dans le ciel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à voir, au moins une fois dans sa vie, des galaxies à l'œil nu dans le ciel. On continue à s'éloigner, donc cette fois-ci, l'échelle qui est représentée, c'est 1 million d'années-lumière. On a la Voie lactée au centre du diagramme, les petites galaxies satellites autour. Et là, maintenant, tous les points qui sont représentés ici sont d'autres galaxies. Alors encore, la plupart sont des petites galaxies. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a notre proche voisine, hein, qui est la galaxie d'Andromède, qui est vraiment une galaxie jumelle à la nôtre. Donc voilà à quoi ressemble Andromède vu depuis un télescope au sol. Pareil, un grand disque en rotation avec ces petites galaxies satellites hein, qui tournent autour. Donc s'il y a de la vie sur Andromède qui nous regarde, il devrait voir à peu près la même chose. Bon, sachant quand même que notre proche jumelle, hein, une galaxie vraiment semblable à la nôtre, la plus proche de nous, est située déjà à une distance de 4,5 millions d'années-lumière. Quand l'astronome, derrière son télescope, a pris cette image, il a vu Andromède telle qu'elle était. Non, je dis des bêtises, ce n'est pas 4,5, c'est 2,5 millions d'années-lumière. Telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Donc là, vous voyez, on remonte vraiment dans le temps. Donc voilà, j'ai essayé là, de vous replacer un peu donc, où on se situe dans l'univers, notre galaxie, la galaxie voisine, etc. Donc maintenant, je vais faire un petit aparté donc, sur les galaxies, hein, puisque c'est quand même mon domaine de prédilection, ce à quoi Muse apporte vraiment des découvertes intéressantes. Donc en fait, les galaxies, en termes d'objets indépendants, individuels, ça ne fait pas très longtemps qu'on connaît leur nature, hein, ça fait même pas 100 ans. Donc ce sont des objets qu'on a découverts très très récemment finalement. Et on doit beaucoup sur la connaissance de ces objets à un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, qui a bien sûr donné son nom au fameux télescope spatial Hubble, et qui a par exemple proposé hein, une classification des galaxies en fonction de leur forme. Hein, ce qu'ont fait les botanistes, les zoologistes. On commence, voilà, on trouve des espèces, des objets, mais on commence par les classer, essayer de les mettre dans des boîtes pour trouver comment dire, des propriétés similaires. Donc là, en gros, on a classifié les galaxies dans 4 grandes boîtes hein, en fonction de leur forme. Donc on a bien sûr des galaxies spirales comme la nôtre, grand disque en rotation. Leurs cousines, des galaxies spirales barrées, hein, qui sont aussi des disques en rotation, mais qui sont caractérisés par une forme comme ça de barre qui traverse tout le disque. Donc, ensuite, avec 2 bras spiraux qui vont partir de cette barre. Alors on sait maintenant que la structure barrée d'une galaxie n'est pas quelque chose comment dire, c'est quelque chose qui peut apparaître et disparaître. Ce n'est pas quelque chose d'intemporel. Une galaxie spirale peut très bien passer d'un état barré à un état non barré le long de sa vie. C'est une structure instable. Ensuite, on a les petites galaxies irrégulières, hein, comme les nuages de Magellan, donc des galaxies beaucoup plus petites. Et puis les monstres de l'univers, qui sont les galaxies elliptiques. Donc là, qui ont une forme très différente des galaxies spirales. C'est plutôt des formes de patatoïdes hein, ou des ballons de rugby. Je pense que ça parle mieux dans le Gers. Et qui contiennent donc beaucoup moins de gaz que les galaxies spirales, beaucoup moins de structures, et qui forment beaucoup moins d'étoiles maintenant. Mais ce sont vraiment des galaxies très très grosses. Alors justement, en termes de grosseur, en nombre d'étoiles, disons que les galaxies spirales comptent de 10 à 100 milliards de soleils, pour les plus grosses. Les plus grosses galaxies, ça peut être encore 10 fois plus gros, hein, de 100 à 1000 milliards d'étoiles dans ces gros objets. Et puis, donc, les galaxies plus petites, les galaxies régulières, donc là, on peut compter de 10 millions pour les plus petites, environ 1 milliard de soleils. Donc voilà, des galaxies vraiment qui peuvent avoir des tailles et un nombre d'étoiles quand même assez différents. Alors, ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est que la plupart des galaxies sont très petites, hein, comme les étoiles. La plupart des étoiles dans l'univers sont des étoiles extrêmement petites. Hein, des grosses étoiles de 10 fois la masse du Soleil, il y en a très très peu. Donc là, si on représente dans ce diagramme le nombre de galaxies en fonction de leur masse, hein, on voit très bien qu'on a beaucoup plus de galaxies petites que de grosses galaxies. Hein, les galaxies petites ressemblent à ça, les grosses galaxies ressemblent à ça. Et en fait, on a carrément un facteur de 100 000 fois. Pour une grosse galaxie, on a 100 000 petites galaxies. D'où l'importance de connaître ces galaxies, d'étudier leur évolution.
Et vous verrez par la suite que jusqu'à maintenant, en fait, on observait plutôt les grosses galaxies. Une infime fraction de la population des galaxies. Et MUSE permet justement d'observer ces petites galaxies, de les découvrir. Alors ces galaxies sont peut-être petites, mais elles sont très très actives. Et en fait, ce sont dans ces petites galaxies que se forment la plupart des étoiles dans l'univers. En particulier, quand on remonte le temps cosmique. Hein, dans ce diagramme, on voit l'évolution de la formation d'étoiles cosmiques, hein, donc intégrées dans un volume d'univers en fonction du temps. Donc là, on remonte le temps. Hein, donc là, c'est maintenant. Et là, on remonte jusqu'à 12 milliards d'années. Ou alors, on a aussi l'échelle ici en redshift, dont je reviendrai par la suite. Et on voit que l'univers, il y a 10 milliards d'années, formait beaucoup plus d'étoiles que maintenant. Hein, maintenant, l'univers, il est assez calme en termes de formation d'étoiles. Hein, il y a moins de gaz pour former des étoiles, donc voilà, l'univers est beaucoup plus calme. Mais il y a 10 milliards d'années, l'univers était très actif. Et la plupart des galaxies qui formaient ces étoiles, les étoiles se formaient dans des petites galaxies. Donc environ 10 fois plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que suivant la taille des galaxies, hein, le type de galaxie, on a des signatures spectrales, donc aussitôt qu'on peut décomposer la lumière hein, dans un spectre, très, très différentes. Par exemple, les grosses galaxies, celles-ci, sont caractérisées par un spectre qui ressemble à ça. Donc là, on est dans le domaine visible. Hein. Et en fait, c'est un spectre qu'on dit assez rouge. Il y a plus de lumière dans les bandes rouges que dans les bandes bleues. Et là, ce qu'on voit principalement, ce sont les étoiles, puisque dans ces galaxies, il y a très peu de gaz. Donc là, on voit les étoiles de la galaxie. Donc un spectre rouge, caractérisé par des raies d'absorption. Quand on va vers des galaxies spirales comme la nôtre, on retrouve également donc, un spectre du continuum produit par les étoiles, mais là, on commence à voir ce qu'on appelle des pics d'émission, des raies d'émission. Et ça, en fait, ce sont des signatures d'étoiles qui sont en train de se former. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans Orion. Hein, ces belles couleurs là autour des étoiles massives. Ben voilà, quand on obtient un spectre de ces régions, on voit ces pics qui correspondent en fait à des éléments chimiques bien définis. Hein, souvent l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, etc. Donc là, on voit une galaxie qui forme encore des étoiles. Et ça, c'est trahi par ces pics d'émission ici. Alors après, quand on va vers des galaxies encore plus petites, ces galaxies contiennent peu d'étoiles. Hein, donc le continuum, il n'y en a pas, ou alors il est très faible. Hein, on voit un spectre plat. Par contre, là, on a des pics très très intenses. Parce que ce sont des galaxies qui forment actuellement beaucoup d'étoiles. Hein, et ces étoiles vont chauffer fortement le gaz, et ce gaz va réémettre à ces différentes fréquences. Donc vous voyez, voilà, que ces galaxies, on arrive à distinguer de façon spectrale les différents types de galaxies. Et vous verrez par la suite, ce qui est intéressant ici, c'est que ces pics d'émission sont très brillants. Donc on arrive à les voir très loin dans l'univers. Donc voilà, c'était pour résumer donc, les différents types spectraux par rapport aux galaxies. Bon, je crois que je n'ai pas besoin, peut-être avec vous, de revenir sur la spectroscopie, hein, parce que je pense que vous êtes tous habitués à ça, mais bon, voilà. En gros, la lumière blanche, hein, comme le soleil, aussitôt que ça passe à travers un prisme, par exemple, on décompose la lumière en ses différentes fréquences. Hein, le phénomène naturel le plus évident pour expliquer ça, c'est bien sûr l'arc-en-ciel. On voit la lumière blanche du soleil qui est décomposée en ces différentes couleurs. Et ben là, c'est le même principe. Hein. La spectroscopie a vraiment révolutionné l'astronomie, parce qu'on est passé de l'astronomie à l'astrophysique, en fait. Puisque là, on arrive donc à décomposer la lumière suivant ses fréquences et à vraiment étudier des phénomènes physiques dans les astres, et pas uniquement leur mouvement ou regarder leur forme. Alors peut-être, non, quand même revenir. Donc les principaux traceurs qu'on utilise, nous, par exemple, avec MUSE pour détecter les galaxies, pour les plus lointaines, c'est la raie de l'hydrogène Lyman alpha. Pour les un peu moins lointaines, c'est la raie de l'oxygène 2, ou alors on peut utiliser également des raies de l'oxygène, deux fois ionisé, ou H-alpha, etc. Ou même la raie du carbone. Donc voilà, ce sont des pics d'émission sur lesquels je reviendrai par la suite, qui sont vraiment des traceurs des galaxies lointaines. Alors, voilà. Donc là, j'ai été un peu descriptif, hein. J'ai fait un peu mon zoologue, là, voilà, les galaxies, elles sont jolies, il y en a des grosses, des petites. Alors, comment ça marche? Parce que nous, ce qu'on essaie de comprendre, ce qu'on essaie de deviner, c'est comment se sont formées les premières galaxies, et ensuite, quels sont les processus qui gouvernent leur évolution. Comment elles se sont transformées jusqu'à arriver à une galaxie comme la nôtre, comme la Voie lactée. Alors bien sûr, je vous ai dit, hein, les galaxies, ça évolue sur des échelles de temps de l'ordre du milliard d'années.
Donc on ne peut pas les voir évoluer comme ça devant nous en temps réel. Donc pour essayer de comprendre comment ça marche, on utilise des instruments très puissants que sont nos ordinateurs. On va essayer de simuler l'évolution des galaxies. Donc en mettant toute la physique qu'on pense connaître, en particulier donc, les lois de la gravitation, qui sont la gravitation qui est la force principale qui régit l'évolution des galaxies. Et donc là, je vais vous montrer une petite simulation, comment fabriquer une Voie lactée en 1 minute. En sachant que là, on va résumer 13 milliards d'années en 1 minute. Et on va voir, voilà, un peu qu'est-ce qu'on pense, quels sont les processus qui permettent à une galaxie de se former à partir de la purée primordiale peu de temps après le Big Bang. Allez, c'est parti. Donc là, on part, voilà, un peu de temps après le Big Bang, on commence à avoir des régions où on a une plus forte densité de matière. Et bien sûr, sous l'effet de la gravitation, ça fait effet de boule de neige. La matière va tomber sur cette région-là. Et ensuite, donc, ces petits systèmes donc, qui se forment vont ensuite s'auto-attirer, toujours sur l'effet de la gravitation. Sitôt qu'on a un objet plus massif qu'un autre, il va attirer les objets qui y a autour. Et là, on commence voilà, à fabriquer ce qu'on appelle une protogalaxie. Alors tout de suite, on a un objet qui se met en rotation, conservation du moment angulaire dans les galaxies, c'est un principe physique. Et là, vous voyez que bien sûr, dans l'univers jeune, l'univers était beaucoup plus dense, donc on formait des petites galaxies comme ça qui étaient assez proches les unes des autres. Et donc toujours pareil, sous l'effet de la gravitation, ces galaxies peuvent fusionner entre elles pour former petit à petit des objets de plus en plus gros. Donc là, on commence à voir des bras spiraux qui se forment. Ce sont donc, dans les régions bleues, ce sont les régions où se forment les nouvelles étoiles. Donc là, ce sont des galaxies très actives qui forment encore beaucoup d'étoiles. Alors non seulement la galaxie va évoluer donc, en fusionnant avec d'autres galaxies, mais on voit que continuellement, il y a du gaz qui tombe sur l'objet et qui permet toujours d'alimenter la formation des étoiles. Donc bien sûr, on fabrique un objet de plus en plus grand, et on voit là, par exemple, on a une structure barrée dans cette galaxie. Sous des processus dynamiques, une barre a commencé à apparaître dans cet objet. Alors là, bien sûr, il y a beaucoup moins de monde autour, vu que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes par rapport aux autres. Donc la probabilité qu'une galaxie comme ça fusionne avec d'autres galaxies est beaucoup plus faible. Mais elle continue à grandir, parce qu'elle continue à accréter toujours un peu de gaz du milieu intergalactique qui lui permet de former des nouvelles étoiles. Et à terme, donc on arrive à un objet qui ressemble fortement à notre galaxie, la Voie lactée. Donc tout ça à environ 13 milliards d'années. Donc vous voyez maintenant qu'on a un objet beaucoup plus calme, au niveau dynamique, qui est beaucoup moins perturbé. Donc vous avez vu qu'au tout début de la formation de cet objet, la galaxie changeait très rapidement de forme. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on imagine. Voilà, c'est ce que nous rendent nos ordinateurs quand on met les bons ingrédients, quand on met la physique qu'on connaît. Voilà. Mais bien sûr, comme tout modèle, comme toute théorie, on a envie de tester ça de façon observationnelle. Et pour tester ça de façon observationnelle, il faut justement aller voir, essayer de voir ces galaxies au tout début de l'univers, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années après le Big Bang, pour voir si elles avaient vraiment la tête qu'on pense qu'elles avaient au tout début, quand elles étaient très perturbées. Alors quand même un petit aparté, le cannibalisme galactique, la fusion entre galaxies, c'est quand même pas quelque chose qui sort totalement de notre esprit. On sait que ça existe, on l'observe même dans l'univers pas très lointain de nous. Voici quelques très beaux exemples d'images de Hubble de différents stades de cannibalisme galactique, ou plutôt de fusion de galaxies entre elles. Donc ça, on pense que c'est quand même un événement très important dans la vie des galaxies, leur fusion de galaxies petites pour former des galaxies de plus en plus grosses. Alors en fait, quelles sont les grandes questions auxquelles on s'intéresse? C'est, d'abord, quand et comment se sont formés les premiers objets? Alors ça, MUSE n'est pas hyper efficace pour ça, parce qu'on ne remonte pas assez loin dans le temps. Par contre, MUSE est très efficace pour essayer de répondre à cette question. Donc, quels sont les principaux moteurs de l'évolution? Est-ce que c'est vraiment la fusion qui est le principal moteur, ou est-ce que c'est plutôt l'accrétion continue et lente de gaz qui va gouverner la formation des nouvelles étoiles? Ça, c'est encore des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse vraiment définitive. Alors, comment traquer justement ces premières galaxies, ces galaxies très jeunes? Alors, bien sûr, donc, encore une fois, on doit beaucoup à Edwin Hubble dans cette traque des galaxies lointaines, puisque c'est quand même lui qui a établi donc, la nature des galaxies.
Il faut quand même signaler qu'à l'époque, il utilisait donc le plus grand télescope au sol hein, de l'époque, qui est le télescope Hooper, du Mont Wilson en Californie, et qui fait une taille similaire à celle du pic du Midi, du télescope Bernard-Lyot qui est au pic du Midi. Bon, bien sûr, maintenant, on utilise des télescopes beaucoup plus gros. Mais à l'époque, voilà, ce qui tenait le haut du chapeau, c'était les télescopes de la classe des 2 mètres. Alors, pour connaître la distance des galaxies, eh bien, en fait, il y a un effet voilà, très connu, très important, qu'on utilise pour mesurer donc, la distance des galaxies, c'est l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est au niveau des astres? On observe, par exemple, une galaxie dans l'univers, admettons qu'elle soit immobile. On va observer un spectre avec une signature, ici un code barre, hein, la bande noire ici, qui correspond à une certaine fréquence, une certaine longueur d'onde. Si cet objet s'éloigne, qu'est-ce qui va se passer? L'effet Doppler, la fréquence donc, de ce même élément que l'on va recevoir sur Terre va être décalée vers le rouge. La longueur d'onde va être décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift. Par contre, si cette galaxie se rapproche de nous, cette fois-ci, ce code barre ici va être décalé vers le bleu, hein, donc vers des plus courtes longueurs d'onde, ce qu'on appelle le blue shift. Donc l'analogie courante, c'est parce qu'on a une analogie avec le son. Donc là, je vous parle de lumière. Mais c'est toute onde électromagnétique que l'on va détecter d'un objet qui est en mouvement par rapport à nous. Sa fréquence va être modifiée en fonction de la vitesse de l'objet par rapport à nous. Par exemple, quand on entend une ambulance, hein, quand elle arrive vers nous, ben, elle aura un son plutôt aigu. Et aussitôt qu'elle s'éloigne de nous, elle aura un son plus grave. C'est exactement le même phénomène. Alors pour calculer ensuite, donc, si on applique ça aux galaxies, hein, vous verrez, c'est très très simple de calculer la distance d'une galaxie. Vous supposez que vous avez là un spectre d'une galaxie voilà, proche de nous au repos, caractérisé par des raies spectrales, hein, la raie Lyman alpha, la raie l'oxygène 2. Vous observez le même type de galaxie à une distance un peu éloignée par rapport à nous, hein, galaxie lointaine. Eh bien, vous essayez d'identifier dans le spectre de cette galaxie une signature spectrale, ici la raie de l'oxygène 2. On connaît sa longueur d'onde au repos, 3727 angstroms. On mesure sa longueur d'onde dans le spectre observé, 6244. Pour mesurer son redshift, hein, sa distance, il suffit de soustraire ces 2 valeurs, de diviser par la valeur au repos, et vous avez tout de suite sa distance. Voilà, absolument rien de compliqué. Vous prenez une galaxie un peu plus lointaine. Cette fois-ci, vous allez observer la raie Lyman alpha. Même opération, hein, vous mesurez la longueur d'onde de cette raie, vous la comparez avec la longueur d'onde au repos, et vous avez la mesure de sa distance. Voilà, vous voyez, l'astronomie, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Alors, comment on a pu quand même relier ça, en fait, à ce décalage de l'effet Doppler, donc ce décalage des signatures spectrales des galaxies à une distance, hein, en fait, c'est grâce à la loi de Hubble. Hubble qui a fait le lien entre la distance des galaxies qu'il observait grâce aux mesures des céphéides, hein, des étoiles variables, et Hubble a mesuré justement la vitesse d'éloignement de ces objets par rapport à nous. Et on voit que plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne à une vitesse importante. Et ça, voilà, c'était une preuve également en cosmologie très importante que l'univers est en expansion. Plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne rapidement de nous. Et donc ça a vraiment ouvert la porte à ce qu'on peut appeler l'archéologie de l'univers. Hein, parce qu'on sait qu'aussitôt qu'on observe loin, eh bien on remonte très loin dans le temps. Par exemple, si on mesure une galaxie à une certaine distance, hein, donc là, on utilise beaucoup, nous, en astronomie, l'unité du redshift, du décalage vers le rouge, qui est en fait le rapport vitesse d'éloignement de la galaxie, donc mesuré grâce à l'effet Doppler, et la vitesse de la lumière, donc le redshift. Donc on mesure un redshift, disons de 1, et bien on sait qu'on observe une galaxie telle qu'elle était il y a 7,7 milliards d'années. Si on observe une galaxie située à un redshift de 3, on la voit telle qu'elle était il y a 11,3 milliards d'années. Et si on observe la galaxie la plus lointaine détectée jusqu'à maintenant, hein, le record actuel, alors peut-être qu'il a été battu hier, hein, je ne sais pas, mais il y a encore quelques jours, c'était un redshift de 8,68. Là, ben, vous voyez, mince, je suis allé trop vite. On remonte voilà, à 12,9 milliards d'années.
donc moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est le record du monde. L'objet le plus lointain qu'on ait observé dans l'univers est situé à cette distance. Donc voilà, aussitôt qu'on peut mesurer la distance d'un objet, on sait à quelle époque on l'observe. Et ça, c'est très important pour reconstituer l'histoire de l'évolution des galaxies. Alors, comment tout ça a commencé, hein, donc, avec le télescope spatial Hubble, en fait, hein, toute cette quête de l'univers lointain a vraiment commencé grâce à cette grosse boîte de conserve là, hein, qui est encore en orbite autour de nous. Et les astronomes ont eu la bonne idée, donc en 1995, j'étais juste en train de finir ma thèse de doctorat, à ouvrir l'obturateur de ce télescope et à poser très longtemps sur une petite zone du ciel, hein, pour essayer justement d'accumuler un maximum de photons, de lumière, et de voir un peu à quoi ressemblait cet univers très profond. Donc une zone a été choisie dans le ciel, hein, une zone où on ne soit pas trop pollué par des étoiles de notre galaxie. On en a quand même quelques-unes dans ce champ, hein, il y a quelques étoiles de notre galaxie. Alors une zone très petite, hein, vous voyez la taille du premier champ de Hubble par rapport à la taille projetée de la Lune dans le ciel, donc c'est un mini timbre-poste dans tout le ciel, mais observé pendant très longtemps. Hein, on ouvre l'obturateur de l'appareil photo et on reste posé dessus. Et voilà donc ce qu'a découvert donc, le télescope spatial Hubble en observant donc, une zone très profonde. Et là, ce qui est important, c'est que tout ce que vous voyez dans cette image, à part quelques petites étoiles, ce sont des galaxies. Tous les objets un peu brillants, alors plus ou moins brillants, hein, vous avez des objets assez gros ici et des objets tout petits, tout ça, ce sont des galaxies. Et donc ça a vraiment révélé la richesse de notre univers en termes voilà, de ces univers-îles que sont les galaxies. Alors si on va zoomer sur des petites portions de cette image, hein, donc, voilà, on voit des galaxies qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît proche de nous. Hein. On voit là, bon, ça ressemble à une galaxie spirale avec une barre. Après, vous avez des objets, bon, vous avez du mal à les classifier. En fait, vous allez les mettre dans la boîte des irrégulières, parce qu'elles n'ont pas de forme particulière. Et puis, vous avez tous ces petits points, là, ces petites crottes de mouche, là, différentes couleurs. Et on sait que ce sont des galaxies. Par contre, là, on a des images. On n'a pas la spectroscopie, donc on ne sait pas du tout à quelle distance elles sont. On voit des belles images, voilà. On présuppose qu'il y en a des très lointaines, des moins lointaines. Mais, grâce à une image comme ça, on n'arrive pas à mesurer la distance. Alors, quelle technique? Alors voilà, déjà, pourquoi Hubble était quand même très important dans cette quête des galaxies lointaines? C'est parce que Hubble, vu qu'il est en orbite dans l'espace, hein, donc il est hors atmosphère, il permet de voir le détail, hein, d'avoir beaucoup de détails dans les images des galaxies. Là, c'est une comparaison d'une observation d'une même galaxie, donc observée par Hubble, et ici observée par un des plus gros télescopes au sol. Hein, donc là, c'est le télescope japonais Subaru, situé à Hawaï, donc avec un miroir beaucoup plus gros. Mais, vu que là, on est sur Terre, eh la lumière est brouillée par l'atmosphère, et on n'arrive pas à bien voir les détails. Donc là, vous voyez qu'une galaxie comme ça, observée depuis le sol, bon, on ne peut pas en dire grand-chose sur ses propriétés morphologiques. Par contre, aussitôt qu'on l'observe avec Hubble, on voit que ça ressemble un peu aux protogalaxies que je vous ai montrées tout à l'heure dans la simulation. Hein, on voit qu'il y a une galaxie qui se forme, on ne voit pas encore de bras spiraux, par contre on voit plein de petits blobs ici, alors qui peuvent être soit des petites galaxies satellites qui sont tombées sur cette grosse galaxie, soit des régions où se forment beaucoup d'étoiles. Donc voilà, Hubble était quand même très important pour avoir une image détaillée de la forme des galaxies lointaines. Alors bien sûr, donc ça je vous dis, ce sont des images. Alors ce qu'on peut à partir des images, on se dit, bon, pareil, on fait comme Hubble, on va mettre nos galaxies dans des boîtes, et on peut se dire, tiens, bon, là on voit des galaxies assez bien formées, hein, qui ressemblent aux nôtres, donc ça on aurait peut-être la séquence de Hubble, voilà, dans l'univers très proche, et ensuite, ça serait peut-être des galaxies un peu plus lointaines, on remonte à 3, 4, 5 milliards d'années, et là des galaxies très lointaines. Mais on n'en est jamais sûr, parce qu'on ne connaît pas leur distance. Donc ce qu'il faut vraiment, si on veut vraiment essayer de mettre une échelle de temps, se dire, bon là on observe l'univers jeune et là l'univers actuel, il faut pouvoir mettre sur ce diagramme l'échelle du temps cosmique. Et donc pour ça, il faut pouvoir mesurer la distance précise de ces objets. Pour ensuite espérer dire, bon, là on a les galaxies il y a 10 milliards d'années, les galaxies il y a 4 milliards d'années, et les galaxies de maintenant. Voilà. C'est vraiment le but ultime, si on veut faire vraiment l'archéologie de l'univers.
Alors, jusqu'à maintenant, quelles sont les techniques pour en arriver là? Alors, quand on n'a que des images, qu'on n'a pas de spectre, eh ben, on peut utiliser une technique qu'on appelle le redshift photométrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement des images pour avoir une idée de la distance des galaxies. Alors, voici une image d'un champ de Hubble. Et là, on va ici faire un zoom sur cette région. Alors, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la grosse galaxie qu'on voit sur ces trois images. Alors, ces trois images, ce sont des images de Hubble prises dans différents filtres. Ici, on a un filtre visible. Ici, un filtre infrarouge proche, et ici, un filtre infrarouge lointain. Donc là, la longueur d'onde augmente. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'objet qu'il y a dans ce rond bleu, qui apparaît dans les images infrarouges. Le point rouge ici, on voit la galaxie ici. Par contre, on ne la voit pas dans l'image visible. Et donc, c'est cette propriété qu'on utilise encore maintenant pour avoir une estimation pas très fiable de la distance des galaxies. Et en fait, en général, on regarde ce type de galaxie. Donc voici un spectre qu'on appelle des galaxies de type Lyman-Break, galaxies à cassure de Lyman, parce que ce sont des galaxies qui vont émettre beaucoup de lumière à partir d'une longueur d'onde, à partir de la longueur d'onde de l'arrêt Lyman alpha. Par contre, elles vont en émettre beaucoup moins à des longueurs d'onde plus petites. Donc c'est grâce à cette cassure dans le spectre des galaxies qu'on peut, de façon photométrique, avoir une idée de la distance des galaxies. Alors comment ça marche? Prenez une galaxie dont le redshift, donc la distance augmente, et vous l'observez à travers différents filtres, en allant du visible à l'infrarouge. Et suivant la distance de la galaxie, elle va être présente ou pas dans les images obtenues à partir de ces différents filtres. Voilà. Donc je peux essayer de repasser un coup. Vous voyez, donc quand la galaxie n'est pas trop lointaine, donc on la voit dans tous les filtres infrarouges, mais on ne la voit pas dans les filtres visibles. Et pour une galaxie très lointaine, eh bien, on la verra uniquement dans les filtres à très forte longueur d'onde. Voilà. Mais vous imaginez que pour pouvoir mesurer précisément, enfin précisément même, c'est jamais précis, une distance de galaxie, eh bien, il faut obtenir des images dans beaucoup de filtres. Donc ça demande beaucoup de temps de télescope, parce qu'à chaque fois, il faut changer le filtre dans la caméra et obtenir une nouvelle image profonde. Il faut aller très très profond. Alors l'autre technique qui date d'il y a environ 10-15 ans, où là, cette fois-ci, on va utiliser la spectroscopie, donc là on aura une mesure beaucoup plus précise de la distance, c'est la spectroscopie multi-objet. Là, on va présélectionner des galaxies à partir des images, et on va aller placer des petites fentes qui vont nous permettre de disperser la lumière. Et là, c'est grâce à un instrument comme VIMOS, qui est au VLT, qu'on a également développé en partie à Toulouse, on peut obtenir des centaines de spectres de galaxies en une seule pose. Donc là, on commence à être efficace, parce qu'aussitôt qu'on a les spectres, on peut mesurer précisément leur distance. Par contre, il faut présélectionner les objets. C'est-à-dire, on va dire, cette fente, je vais la mettre sur telle galaxie, cette fente sur telle autre. Donc on sait déjà à peu près quelle galaxie on va l'observer. Alors le bilan de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, la technique du redshift photométrique, on peut observer des grandes zones du ciel, puisqu'on prend uniquement des images. Par contre, elle n'est pas précise du tout. On n'est jamais sûr de la distance qu'on va mesurer. Et en fait, ça fournit que des candidats. Voilà, on sait, on a une galaxie, on se dit, elle doit être aux environs d'un redshift de 3, mais on n'est jamais sûr de sa distance. Pour en être sûr, il faut toujours obtenir un spectre après. Et le suivi, donc justement, spectroscopie de ces objets, ça coûte très cher en temps de télescope. Parce qu'il faut déjà obtenir des images dans différents filtres, et ensuite, de toute façon, réobtenir un spectre pour être sûr de la distance. Et la spectroscopie multi-objet, où là, on va directement mettre un spectre sur des galaxies, c'est très bien, on obtient la distance de beaucoup de galaxies en même temps, mais on présélectionne les objets. Et en général, ce sont les objets les plus lumineux, donc les galaxies les plus grosses. Les galaxies les plus grosses qui sont à peine 1% de la population totale des galaxies. Donc c'est difficile ensuite de déduire des règles sur l'évolution de ces objets qui seront valables pour toute la population. Alors, la question c'était, une autre voie était-elle possible? Peut-on vraiment faire mieux que ça? Alors, vite un bref rappel historique avant de vraiment passer à Muse. Alors, en gros, voilà, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, avant les années 90, on utilisait ce qu'on appelait des spectrographes longue fente, où là, on faisait de la pêche à la ligne.
hop, on se disait, tiens, cette galaxie est intéressante, je vais aller mettre une fente pour obtenir un spectre. On a le spectre d'une galaxie. Ensuite, hop, il faut aller mettre la fente ailleurs. Des fois, on avait de la chance, on arrivait à mettre 2 galaxies dans la fente. Voilà. Mais on allait galaxie par galaxie. Donc, si vous voulez obtenir des échantillons de l'ordre de 1000, 10 000 galaxies, ben, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas assez de temps de télescope pour faire ça. Ensuite, donc, dans les années 90-2010, est arrivée donc, VIMOS, hein, la machine à redshift installée au VLT, où là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, eh ben, on peut obtenir en une seule pose le spectre de centaines de galaxies. Mais encore une fois, vous allez choisir où placer vos fentes. Donc vous allez choisir quelles galaxies pour lesquelles vous allez mesurer la distance. Alors après est arrivée à peu près dans les mêmes années une autre technique qu'on appelle la spectroscopie à intégrale de champ. Alors par rapport à la technique de la longue fente, où là, vous allez placer votre fente sur une image d'une galaxie, vous allez obtenir des informations uniquement dans cette petite région. Par exemple, ici, si vous essayez de sortir un profil de vitesse, savoir comment cette galaxie tourne, vous allez avoir uniquement une information provenant d'une toute petite région de la galaxie. Alors l'intérêt vraiment très important de la spectroscopie intégrale de champ, c'est que cette fois-ci, vous n'allez pas mettre une fente, mais vous allez obtenir un spectre dans toutes les régions de cet objet. En chaque point, vous allez obtenir un spectre. Hein, vous ne faites pas une présélection sur la région en plus. Et là, cette fois-ci, vous pouvez obtenir un champ de vitesse qu'on appelle en 2 dimensions, où là, en fait, quand c'est rouge, ça s'éloigne de nous, quand c'est bleu, ça vient vers nous. Donc on retrouve en fait le mouvement de rotation du disque de cette galaxie. Mais par contre, ce qu'on voit apparaître sur cette image-là, c'est qu'à l'intérieur de cette galaxie, on a un autre disque qui tourne différemment. Et ça, on ne pouvait pas le voir si on présélectionnait une toute petite zone de la galaxie. Donc vraiment, les détails de ce qui se passe dans une galaxie commencent à apparaître parce qu'on ne fait pas de présélection. On observe tout d'un coup et on a un spectre en chaque point. Donc voilà la grande puissance de la spectroscopie 3D, qu'on appelle intégrale de champ, pour étudier les galaxies ou d'autres objets astrophysiques. Et donc moi j'ai beaucoup utilisé cette technique, en particulier donc, dans les années 90-2010, j'ai beaucoup utilisé un instrument qui s'appelle Symfony, toujours au VLT, qui travaillait dans l'infrarouge. Et là j'ai pu donc aller observer des galaxies distantes, mais encore une par une, hein, parce que le champ de vue de Symfony est quand même très petit, ça fait 8 secondes d'arc par 8 secondes d'arc. Donc on mettait à chaque fois une galaxie dans le champ. Comme ça, on allait d'une galaxie à l'autre. Mais ça a permis quand même, pour des galaxies situées à des redshifts entre 1 et 2, de voir un peu comment elles tournaient, s'il y avait beaucoup de galaxies en interaction, des galaxies en fusion, etc. Mais, encore une fois, c'est de la pêche à la ligne. Donc pour assembler un échantillon d'une centaine de galaxies, j'ai dû passer des centaines d'heures au télescope. Donc ce n'est pas du tout efficace. Et bien sûr, voilà, ce qu'on a voulu inventer, c'est ça. Donc maintenant, c'est MUSE. C'est un spectrographe à intégrale de champ. Dans toute cette région-là, on a un spectre derrière, mais c'est un spectrographe à intégrale de champ dont le champ est beaucoup plus grand qu'avant. Hein, rappelez-vous Symfony, on n'observait qu'une seule galaxie. Là, en une seule fois, on a toute cette région du ciel, donc toutes ces galaxies qui vont être observées en même temps. Et pas avec une image, mais avec 4000 fréquences, 4000 images, en une seule fois. Et donc ça, grâce à MUSE, on s'est dit, on va enfin pouvoir faire un champ profond comme a fait Hubble, mais en 3 dimensions, en ajoutant 4000 images d'un coup, 4000 fréquences. Et MUSE a vraiment été construit pour ça, principalement. Et donc, ça fait cette machine-là. Voilà. J'étais un peu long pour vous montrer la bête. Mais voilà à quoi ressemble MUSE. Donc, un énorme amas de tuyaux. Moi je l'appelle l'alien. Voilà, donc ça, c'est l'image de MUSE quand il était encore en phase d'intégration au laboratoire d'astrophysique de Lyon. Donc une très grosse machine qui donc, était destinée à aller donc, dans le plus gros observatoire au monde, hein, qui est l'observatoire du VLT, au Chili, situé dans un des endroits les plus secs, hein, au Cerro Paranal, qui n'est pas très haut en altitude, hein, c'est une altitude de 2600 mètres. Et donc, en fait, c'est un projet qui a débuté il y a plus de 10 ans. Pour construire une machine comme ça ne se fait pas en quelques mois ou en quelques années. Donc, en fait, un consortium européen a répondu à l'appel à idées de l'Observatoire européen en 2001, voilà, qui met en compétition différentes équipes
pour proposer des nouveaux instruments. Donc l'instrument MUSE a été accepté pour construction. Et donc voilà, il a fallu plus de 10 ans pour que cet instrument voit sa première lumière au télescope, donc en 2014. Donc un projet de très longue haleine qui a impliqué beaucoup de monde dans sa construction, à la fois des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques. C'était un projet donc consortium européen. Il y avait 7 laboratoires principaux européens qui ont participé à ce projet. Le laboratoire qui a piloté le projet, c'est le Centre de recherche astronomique de Lyon. Donc nous, à l'IRAP, à Toulouse, on a aussi contribué à sa construction. Et ensuite, c'était donc 2 laboratoires en Allemagne, à Potsdam et à Göttingen, l'Observatoire de Leiden aux Pays-Bas, l'École polytechnique à Zurich, et puis l'Observatoire européen, donc, qui est basé à Munich, qui est à la fois client, qui achète l'instrument, mais qui a également participé au développement des détecteurs, et en particulier à toute cette tuyauterie qu'il y a derrière là, pour refroidir les instruments. Donc voilà, en un petit film, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne MUSE. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais essayer de vous montrer comment on arrive à découper la lumière en fait, en 370 millions de morceaux. On découpe, en fait, ce que fait MUSE, c'est que ça découpe et ensuite ça essaye de remettre ces petits morceaux ensemble pour avoir une image, ou plutôt un cube de données derrière que l'on puisse analyser. Donc là, admettons qu'on observe voilà, une galaxie pas trop lointaine, une galaxie proche. Donc là, en fait, on a le foyer du VLT qui est ici à l'entrée de l'instrument, et ça, c'est tout l'instrument MUSE. Donc la lumière va rentrer dans l'instrument, donc à partir du foyer du télescope, et là, on va voir comment la lumière est manipulée, triturée, pour qu'elle soit mise en forme, qu'on puisse la découper. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer à rentrer dans un instrument qu'on appelle le dérotateur, qui nous permet de compenser de la rotation de la Terre pour avoir une image fixe. Et ensuite, il y a tout un système optomécanique qui a été justement développé à Toulouse pour mettre l'image dans une forme adéquate avant le premier découpage. Et là, l'image de la galaxie va être découpée déjà en 24 bandelettes, que l'on voit ici. Donc un premier découpage assez grossier. Et ensuite, on va suivre le parcours d'une de ces bandelettes qui va être découpée, cette fois-ci, de façon beaucoup plus fine. Alors là, vous avez tout un système de miroirs pour relayer la lumière. Alors, il ne faut surtout pas, bien sûr, que les rayons lumineux se croisent, sinon on aurait des interférences. Donc, premier découpage, et cette fois-ci, ces 24 portions de lumière vont être envoyées donc, dans les parties les plus importantes de MUSE, qui sont les 24 spectrographes. En fait, voilà, MUSE, c'est une grosse machine qui contient 24 spectrographes. Donc, en gros, 24 instruments qu'on avait avant. Et là, cette fois-ci, chaque bandelette va être découpée de façon beaucoup plus fine, grâce à un petit jeu de micro-miroirs. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu technologique. C'était vraiment la partie difficile à fabriquer. Et là, cocorico, parce qu'en fait, toutes les optiques de MUSE ont été fabriquées par une boîte qui s'appelle Winlight, qui est une boîte française qui est située au Pertuis. Et ils ont vraiment réalisé un boulot formidable en construisant donc, ce qu'on appelle des slicers, des mini-découpeurs de champ. Donc, aussitôt, une fois qu'on a découpé l'image encore en 48 morceaux, ensuite, c'est envoyé dans un système beaucoup plus classique de spectrographe. Donc, vous avez un prisme qui va disperser la lumière. Et ensuite, tout ça est réceptionné donc, sur un détecteur électronique, un CCD. Et voilà, ensuite, on reconstitue l'image obtenue dans chaque CCD. Donc, on a 24 spectrographes comme ça. Et là, ce qu'on voit, c'est des petites portions de spectre. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IFU, l'unité de spectrographe de champ. Et il y en a 24 comme ça derrière MUSE, pour justement pouvoir observer un grand champ. Découpé très finement sur un grand champ, mais il fallait mettre 24 spectrographes derrière. Donc là, c'est toute la partie mécanique qui entoure cet IFU. Donc voilà, en gros, MUSE, c'est vraiment une machine à découper la lumière en tout petits morceaux, et surtout que ces morceaux n'aient pas d'interférence entre eux, que la lumière de chaque morceau reste très propre. Et ensuite, tout un processus pour recombiner tout ça et obtenir en sortie. Donc, ce n'est pas une image, ce n'est pas un spectre, c'est un spectro-imageur. On a 4000 comme ça fréquences pour une grande image. Donc, on a mis une dizaine d'années à fabriquer cet instrument. Et puis, bon, voilà, à un moment donné, l'instrument est prêt.
Donc, inauguration officielle en septembre 2013 à Lyon. On peut sabrer le champagne. Donc, bien sûr, hein, toute l'équipe technique, il n'y a même pas toute l'équipe technique, là. Il y a une partie de l'équipe technique, bon, tout le monde a le sourire, hein, les tests se sont bien passés, l'instrument marche à merveille, tout le monde est content. Et puis, bien sûr, donc on invite quelques huiles, hein, la ministre de la Recherche de l'époque, le directeur général de l'ESO, le président de l'Université de Lyon, le maire de Lyon. Et puis, bon, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, la personne clé de Muse, qui est son inventeur. Donc, Roland Bacon, donc, chercheur au laboratoire d'astrophysique de Lyon, donc, qui a imaginé cet instrument. Mais ce n'est pas le tout de l'imaginer. Ensuite, il faut conduire une équipe d'une 50aine de personnes pendant 10 ans pour fabriquer l'instrument. Donc pour moi, c'est vraiment le symbole du chercheur moderne, hein, qui est à la fois un très grand scientifique, qui a des idées, mais qui sait les mettre en place. Donc il y a également un très grand manager voilà, d'humains. Parce que voilà, on fonctionne avec des humains, il faut motiver les ingénieurs, les techniciens, les scientifiques pour construire cette bestiole. Donc voilà, Muse était prêt à être envoyé donc, au télescope Yepun, qui est ce télescope ici, un des 4 grands télescopes au Mont Paranal, donc au Chili. Voilà. Donc ensuite, il est démonté, alors pas complètement, les IFU sont gardés tels quels, par contre on les enlève de leur boîtier, hein, de leur case à vin. Hein. On démonte tout ça, on envoie tout ça au Chili, il faut remonter bien sûr l'instrument, ça prend un certain temps. Et à un moment donné, donc l'instrument qui est là-dedans, hein, emballé, il faut aller mettre l'instrument donc, sur la plateforme du VLT, la plateforme Nasmyth. Donc ici, c'est le VLT, on voit le foyer du VLT. Alors bien sûr, c'est l'instrument le plus gros qui ait jamais été réalisé pour le VLT, donc il ne passait pas par les portes standards. Donc il a fallu le faire passer par le dôme hein, de la coupole. Alors, étape très délicate, hein, parce que donc, bien sûr, on a attendu qu'il n'y ait pas de vent, parce que là, c'est une grue qui l'a transporté. Il ne fallait surtout pas que l'instrument se balance, vienne percuter le télescope, etc. Donc dernier stress pour le PI et pour toute l'équipe. Mais voilà, l'instrument est placé au foyer du télescope. Et il est temps de réaliser la première lumière sur le ciel de Muse, qui a eu lieu le 31 janvier 2014. Et Roland a décidé d'observer l'étoile de Captain, située à 13 années-lumière. Pourquoi observer cette étoile? J'imagine que vous avez une idée. 13 années-lumière, voilà, on observe l'étoile telle qu'elle était au moment où le projet Muse a commencé. Voilà, donc c'était un peu symbolique. Regardons cette étoile dont l'éclat nous parvient au moment où le projet Muse a démarré. Et donc tout marche bien, on obtient un magnifique spectre, une magnifique image. Magnifique, vous me direz, s'il faut construire Muse pour observer ça, ce n'était pas la peine. Mais voilà, c'était première lumière, premier test, heureusement après on a fait mieux. Tout le monde est content, grand sourire, on sabre encore le champagne, même si c'est interdit là-bas. Bon. Pour des événements pareils, on peut le faire. Donc voilà, Muse était prêt pour se lancer dans la découverte de l'univers. Donc voilà, allez, là je vous montre quelques petits résultats obtenus. Donc ça c'était plutôt dans les phases encore de test de l'instrument. Hein. Donc par exemple, pour observer une galaxie un peu bizarre, une galaxie proche de nous, hein, là on n'est pas du tout dans l'univers lointain. Donc une galaxie dont la partie centrale ressemble beaucoup à une galaxie elliptique, en fait, hein, voilà, un patatoïde, mais avec un disque autour, un disque d'étoiles, hein, aligné en fait suivant le petit axe de la galaxie principale. Donc on pense en fait que c'est le résultat d'une fusion de galaxies, cet objet. Mais voilà, on voulait voir un peu si avec Muse, on arrivait à détecter en une seule fois les mouvements dans cette galaxie. Donc on a posé avec Muse sur cet objet, et voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce que vous allez voir, on va un peu explorer. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec Muse. On obtient un cube de données, où on a une image, mais là, on va passer les différentes fréquences. Les longueurs d'onde augmentent. Et donc, si on prend un spectre de cet objet, voilà ce que ça donne. Donc la plupart du temps, on voit le continuum des étoiles, mais par moment, on voit les pics d'émission. Et c'est ce que vous voyez ici. Tout d'un coup, il y a un boost de lumière, parce qu'on passe à travers ces pics d'émission. Donc là, on a déjà passé ces pics-là, on va vite là parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On voit uniquement la grosse galaxie au centre qui est constituée uniquement d'étoiles. Et là, on va revoir, par exemple, l'émission H-alpha. Là, vous avez vu? Tout d'un coup, la galaxie devient très brillante parce qu'on a sélectionné la bonne fréquence. On vient de passer par l'arrêt H-alpha. Et vous avez vu qu'on voit déjà la lumière apparaître de ce côté-là, et ensuite, on la voit ici. Là, on voit tout de suite le mouvement du gaz dans la galaxie. Parce qu'on commence à voir le gaz qui est à gauche,
le gaz qui vient vers nous, donc qui est blue shifté, et ensuite on voit le gaz qui s'éloigne de nous, à droite, qui est décalé vers le rouge. Donc là, uniquement en explorant comme ça le cube de données, on voit déjà le mouvement du gaz dans la galaxie, sans aucune analyse. Hein. On voit en temps réel le mouvement du gaz. Voilà. Donc ça, c'est une image reconstituée en fausse couleur. Donc là, on a l'objet au centre. Bah, celui-là, il ne tourne pas. Hein, il n'a pas du tout de mouvement de rotation. Par contre, donc, le disque de gaz autour, on voit très bien qu'il tourne dans ce sens-là. Il vient vers nous et il s'éloigne de nous. Alors un autre objet très intéressant, donc ça, c'est une galaxie qui est en train de tomber dans une mégacité de galaxies, qu'on appelle un amas de galaxies. Et en fait, sous les forces de pression, cette galaxie est en train de se faire arracher le gaz. Elle est en plein striptease. Donc ça c'est une animation d'artiste. Hein. On voit le gaz, en fait, qui est arraché de la galaxie. Donc ça, c'est une image obtenue plutôt... On voit ce gaz chaud qui est enlevé de la galaxie, donc on voit ça en rayons X. Donc MUSE, on a été voir ce que ça donne, hein, voir un peu les propriétés de ce gaz quand il est encore près de la galaxie. Donc voilà l'image obtenue à partir de MUSE. Et là, vraiment, on peut commencer à faire de la physique très intéressante, hein, des régions comme ça qui sont arrachées de la galaxie, parce qu'en chaque point de cette image, on a un spectre derrière. Donc on peut vraiment faire une étude physique approfondie. Bon, donc ça c'était bien joli, c'est ce qu'on peut faire dans l'univers proche, ça fait des belles images, les astrophysiciens sont contents, mais MUSE a quand même été fait pour explorer l'univers lointain. L'univers lointain qui était jusqu'à maintenant quand même chasse gardée, entre guillemets, des Américains. Parce que voilà, Hubble est principalement un télescope américain, même si nous, Européens, on peut avoir du temps de télescope, ce sont principalement les Américains qui l'utilisent. Et donc, grâce à Hubble, on essayait, comme ça, jusqu'à maintenant, de remonter le temps, hein, jusqu'aux premiers âges, jusqu'au Big Bang. Et jusqu'à maintenant, donc le champ le plus profond réalisé par Hubble, hein, qu'on appelle le Hubble Ultra Deep Field, on remontait voilà, à 500 millions d'années, 700 millions d'années après le Big Bang. Et maintenant, ben voilà, on rajoute MUSE à la place de Hubble pour continuer cette quête des galaxies très lointaines. Alors, je ne dis pas du tout que MUSE remplace Hubble. Vous verrez que MUSE est totalement complémentaire de Hubble. Ce sont vraiment deux instruments très complémentaires. C'est parti. Et donc, en fait, MUSE, il a marché très bien dès le début. Hein, quand on installe un nouvel instrument sur un télescope, l'Observatoire européen nous donne 6 mois pour tester l'instrument. On a plusieurs comme ça phases de test où on va au télescope, on regarde si l'instrument marche bien. Au bout de quelques nuits, on a fait tous les tests qu'il fallait, l'instrument marchait parfaitement. Donc on s'est dit, bon, ben, on va quand même tester ce pourquoi MUSE a été fabriqué, c'est-à-dire essayons de faire notre premier champ profond. Essayons de voir si MUSE est efficace pour ça. Donc c'était au mois d'août 2014. Et à l'époque, donc, ce qui était visible dans le ciel, c'était un des champs profonds de Hubble, le Hubble Deep Field South, parce que bien sûr, avec MUSE, on va aller faire un champ profond sur une zone qui est déjà bien étudiée. Hein, sur une zone où on a déjà des très bonnes images de Hubble, aussi d'autres observations en rayons X, etc. On ne va pas aller pointer une nouvelle région comme ça dans le ciel. Donc on a choisi une zone du ciel qui était déjà observée de façon profonde par Hubble. Donc on a pris le Hubble Deep Field South, qui avait été observé à l'époque par Hubble, hein, entre septembre et octobre 1998, pendant 150 heures. Hein, pour obtenir cette image-là, ça c'est une image de Hubble, il a fallu 150 heures de temps de télescope avec Hubble. Donc ça c'est à garder en tête. Donc MUSE, bien sûr, ça quand même si c'est un grand champ, c'est un champ moins grand que Hubble. Donc on a sélectionné cette zone du ciel, on a voulu mettre une étoile un peu brillante pour contrôler justement la résolution spatiale qu'on atteignait. Et voici donc l'image qui a été obtenue. Donc ça, c'est un zoom. Hein. Un zoom. Tout ça, c'est encore l'image de Hubble derrière. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'avant MUSE, OK, on avait une très belle image, mais on connaissait la distance que de 18 galaxies dans ce champ-là, alors que ce champ-là contient 300 galaxies en tout. On connaissait la distance que de 18. Depuis presque 20 ans. Donc on a observé cette région-là avec MUSE pendant 27 heures, comparé aux 150 heures de Hubble. Donc on a observé ça, en fait, c'était fin juillet 2014. Alors bien sûr, on me dit, mais c'est quoi cette horreur, quoi? Alors bien sûr,
Avec MUSE, on ne fait pas aussi bien que Hubble en termes de détail, en termes de résolution spatiale. MUSE est au sol, donc on a l'atmosphère qui nous brouille tout. Hein, l'idéal, ça serait d'avoir MUSE satellisé. Donc ça, en fait, c'est une image, en fait, c'est l'image blanche de MUSE. On a mis les 4000 fréquences ensemble. Voilà, juste pour illustrer un peu. Donc, on voit les galaxies. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, voilà. C'est quand on commence à explorer le cube. Donc ça, je remets l'image de Hubble, et là, voilà, on explore le cube. On va passer les différentes fréquences. Alors là, vous avez, ça, c'est l'étoile brillante. Bon, elle est toujours visible, hein, elle est très brillante. Vous avez également une galaxie ici, que vous voyez tout le temps, parce que c'est une galaxie qui a un très fort continuum. Mais en fait, la plupart des galaxies, ce sont des galaxies pop-up, qui apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Parce que la plupart des galaxies dans ce champ ont un spectre qui ressemble à ça. La plupart du temps, elles n'ont pas de signal, mais tout d'un coup, hop, on va passer par une fréquence correspondant à un pic d'émission. Donc elles vont s'allumer. Et juste après, elles vont s'éteindre. D'accord ? Vous voyez, vous avez des galaxies qui s'allument et qui s'éteignent. Donc d'un coup, comme ça, en tournant le bouton des fréquences, vous arrivez à identifier vos galaxies. Vous identifiez les galaxies, mais encore mieux, vous avez tout de suite une mesure de leur distance, grâce à ces signatures spectrales. L'effet Doppler, les signatures sont décalées vers le rouge, tout de suite une mesure de la distance très précise. Et donc, grâce à ce premier champ profond de MUSE, eh bien, on a pu mesurer la distance de 180 galaxies, en 27 heures de pause, hein, comparé aux 150 heures de Hubble, plus tout le temps qu'il a fallu pour obtenir des spectres sur d'autres télescopes. Donc 10 fois plus, avec moins de temps que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et donc après, voilà, hein, vous avez toute une variété d'objets dans ce champ-là. Bien sûr, vous avez 8 étoiles, ça on s'en fout. Vous avez 2 noyaux actifs, hein, ce sont des galaxies qui contiennent un trou noir. Bon, la plupart des galaxies contiennent un trou noir, mais là, le trou noir est en activité, donc il émet beaucoup de lumière. Vous avez aussi 10 très grosses galaxies, des galaxies elliptiques, hein, qui contiennent peu de gaz, mais beaucoup d'étoiles. La plupart des galaxies, bien sûr, qu'on détecte là-dedans, ce sont ces galaxies-là. Hein, environ 90, ce qu'on appelle des émetteurs Lyman alpha, donc des galaxies qui sont très loin, des redshifts entre 3 et 7 à peu près. Donc ça, ce sont vraiment les galaxies les plus lointaines. Et puis, moi, des galaxies qui m'intéressent particulièrement, des galaxies un peu moins lointaines, qu'on appelle des émetteurs O2, où là, je vais pouvoir justement étudier plein de propriétés physiques, hein, connaître leur dynamique, leur composition chimique, etc. Donc voilà, vous voyez un peu l'efficacité de MUSE. Hein, en moins de temps que Hubble, on arrive à mesurer la distance qui est le premier paramètre qu'on mesure. Après, on peut faire plein d'autres choses, hein, mais de 10 fois plus d'objets qu'avant. Mais le plus important, c'est qu'on voit aussi des galaxies qu'on ne voyait pas avec Hubble. On a découvert des nouvelles galaxies dans ce champ-là, 26 très précisément. Hein, vous voyez ici, derrière encore l'image de Hubble. Ces petits carrés-là, quand on regarde avec les images de Hubble, on ne voit rien. Avec MUSE, on voit quelque chose. On voit une galaxie qui s'est révélée dans cette région-là. Alors pourquoi? Je pense que vous avez la réponse, c'est très très simple à comprendre. Voici un exemple de ces galaxies. Observé donc avec Hubble, on voit les images dans 2 filtres de Hubble, on ne voit rien. Si on prend la même image, cette fois-ci observée avec MUSE, mais où on met toutes les fréquences ensemble, ce qu'on appelle en lumière blanche, on ne voit rien. Par contre, si on choisit la bonne fréquence, correspondant à la fréquence où la galaxie va émettre de la lumière, eh bien on la voit, la galaxie. Parce que cette galaxie-là, hein, elle a un spectre qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière sur 3990 fréquences, et il y a de la lumière sur 10 fréquences. Parce que c'est une galaxie qui forme beaucoup d'étoiles, qui chauffe beaucoup le gaz qu'il y a dans cette galaxie, et qui va émettre beaucoup de lumière dans l'arrêt Lyman alpha. Ça, c'est un zoom sur cette région-là. Donc Hubble, il ne pouvait pas les voir. Il ne pouvait pas la voir, cette galaxie. Parce que c'était un peu comme là. Hubble fonctionne avec des filtres à bande large. Donc il va noyer le signal. Hubble, il va intégrer tout ça. Donc ce signal-là, il va être noyé dans tout le bruit. Voilà. Et MUSE, grâce à son pouvoir de sélectionner les bonnes fréquences, c'est comme ça qu'on voit apparaître des galaxies. Et surtout des petites galaxies. Hein. Toutes les galaxies dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, découvertes par MUSE, sont des très petites galaxies. Voilà, en fait, MUSE, c'est un peu la TSF du XXe siècle. On peut, la plupart du temps, il n'y a pas de signal, et par moment, on chope la bonne fréquence.
Et donc en fait, voilà, avec Muse, maintenant, on a le moyen de faire des carottages d'univers. Hein, donc ce qui est fait depuis un certain nombre d'années maintenant par les climatologues, hein, qui essaient comme ça de remonter le climat passé, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Antarctique, ils prennent une toute petite portion, voilà, une petite section de la glace, ils font ce qu'on appelle l'accorottage, c'est-à-dire qu'ils vont extraire de la glace sur une très grande profondeur, et en analysant en fait les composés chimiques de cette glace, vont pouvoir remonter l'histoire du climat en fonction du temps. Ben nous, voilà, on peut faire la même chose avec Muse, mais dans l'univers. Là, on a réalisé le premier carottage d'univers, parce qu'en voilà, en prenant en une seule pause, on peut remonter l'histoire des galaxies sur 12 milliards d'années. Voilà, c'est un résumé du premier carottage hein, dans le Hubble Deep Field Soft, où chaque couleur correspond à une distance de galaxies. Donc là, on a en bleu les galaxies pas trop lointaines, ensuite, plus ça s'éloigne, on passe du vert au jaune, au rouge, au violet. Et là, on remonte de maintenant jusqu'à 12,7 milliards d'années en une seule pause. Tout d'un coup, vous avez toute l'histoire qui se déroule devant vous. Alors et après, donc ça c'était le premier carottage qu'on a fait, hein. On est encore en train de travailler sur ces données qui ont été rendues publiques, donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Et bien sûr, maintenant on va aller carotter la zone star du ciel, justement, la zone qui avait été observée jusqu'à maintenant le plus longtemps par Hubble, qui s'appelle le Hubble Extreme Hubble Deep Field. Donc voici une image, hein, où là pareil, hein, tous ces points, sauf quelques étoiles, sont des galaxies. Donc là on va aller carotter là-dedans. Et d'un seul coup, on aura la distance de tous ces objets. Donc on a commencé le carottage. En fait, on a déjà couvert toute la région donc, du champ de Hubble, avec une mosaïque de 9 champs Muse. Hein, il faut quand même 9 champs Muse pour couvrir tout ça, avec chacun 10 heures de temps de pause. Donc un peu moins que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais bon, on est en train justement d'analyser ces données, et en fait, déjà en 10 heures de temps de pause, on obtient des trucs magnifiques. Voilà. Donc on a le carottage de toute la zone du ciel. Par contre, ce qu'on veut, c'est aller très profond sur une zone spécifique. On est en train de réaliser un champ ultra profond. Donc on a l'ambition de passer 100 heures de temps Muse sur cette région-là. On a déjà réalisé 30 heures pour vraiment aller voir les galaxies les plus faibles et également pour essayer de détecter ce qu'on appelle la toile cosmique, c'est-à-dire le gaz très diffus qu'il pourrait y avoir entre les galaxies et qui pourrait justement alimenter les galaxies pour qu'elles forment les étoiles. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours, donc qui va nous occuper encore pendant quelques années. Alors Muse, il est en place, mais par contre, il va avoir encore un regard encore plus perçant dans les années qui viennent. Parce qu'il y a encore un autre enjeu technologique qui a été réalisé sur le télescope où est installé Muse, c'est que l'ESO, l'Observatoire européen, est en train d'installer un nouveau système d'optique adaptative. Donc un système qui va nous permettre de débrouiller un peu les images qui passent à travers l'atmosphère, hein, d'augmenter la précision des détails qu'on peut avoir. Alors là, ça ressemble un peu à Star Trek, parce que pour corriger une grande portion du ciel, en fait, il faut recréer des étoiles artificielles, ici grâce à des tirs laser. Hein, donc le VLT est équipé en ce moment de 4 faisceaux laser pour créer des étoiles artificielles, pour faire les corrections correctement. Et donc on devrait pouvoir utiliser ce système avec Muse d'ici 1 an à peu près. Donc ça permettra d'améliorer à la fois le détail des images, mais également d'aller encore plus profond. Hein, parce que la plupart des galaxies lointaines sont des objets ponctuels, en fait. Donc on va booster leur signal, et donc en un même temps de pause, on ira plus profond. Voilà. Donc il y a encore plein de belles découvertes à venir. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici. Hein. Je suis disponible pour vos questions. Merci.